Le président, c'est partie d'un pacte de défense nationale. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est 3D, diplomatie, défense et développement. Aujourd'hui, vous êtes allé sur cette base. Nous allons commencer par le volet défense, qui n'est pas de moindre au sein de la Confédération. Dites-nous, quelles sont les avancées notoires par rapport à cette question de défense? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'harmonisation, de la coordination des actions militaires? Merci Sira. Et tout d'abord, je voudrais rendre un hommage mérité au peuple souverain de la Confédération, c'est-à-dire les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et qui ont très vite compris les enjeux de notre combat qui s'articulent autour de la vision du respect de notre souveraineté, du respect des intérêts de nos peuples. Depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée. Parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc c'était le début de la montée en puissance. Donc aussi il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien d'Alou Blonenbe du Mali. Donc toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc comme vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée. Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité. Bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, du mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, depuis 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récentes sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'ES aujourd'hui est parvenu à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité d'acheter aisément les équipements parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment force et de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction de leur
en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui la Confédération AES a marqué beaucoup de points. S'imposer sur le plan international n'est pas chose aisée. Alors comment l'AES répond-elle aux critiques extérieures? Vous savez, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... C'est la guerre des intérêts, c'est des conflits de positionnement. Tout est lié souvent à des questions de ressources. Donc ces pays qui autrefois s'accaparaient aisément de nos ressources et essaient toujours de nous mettre dans des conditions misérables. Et la dynamique a changé avec les autorités de l'AES, parce qu'aujourd'hui nous nous inscrivons dans la dynamique de défendre tout ce qui est notre souveraineté, de défendre les intérêts de nos peuples. Et ces intérêts sont forcément aujourd'hui liés aux ressources stratégiques, tout ce qui est l'or, tout ce qui est le lithium, tout ce qui est gaz, tout ce qui est uranium. Donc c'est le changement de cette dynamique. Nous avons demandé un partenariat gagnant-gagnant, mais ceux qui pensaient chaque fois nous traiter des pays misérables ont très vite compris, se sont très vite rendus compte que c'est eux qui sont misérables et c'est eux qui sont pauvres. Donc c'est de bonnes guerres, je ne les en veux pas s'ils défendent les intérêts comme tout pays doit défendre ses intérêts, mais ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher, il ne faut pas se cacher la face. Ils vont toujours tenter de nous créer des narratifs, non seulement pour jouer sur nos réputations. C'est, comme on le dit, c'est la guerre d'influence et de manipulation. C'est des questions géopolitiques. Les États s'imposent par la diplomatie aujourd'hui. Nous avons constaté que l'AES parle d'une seule voix. C'est très important pour les États du Sahel pour pouvoir se faire entendre au niveau international. Dites-nous, quelle est l'harmonisation à ce niveau? Comment arrivez-vous à harmoniser vos points de vue et parler d'une même voix? Donc, effectivement, vous avez raison. Quand il y a eu la Confédération, la naissance de la Confédération, certains ne nous prenaient pas au sérieux. Mais aussi il y avait cette dynamique de nous diviser, de nous distraire. Donc il fallait comprendre cette stratégie et pouvoir aussi la contrer. Donc heureusement on a vite compris et nous nous sommes préparés. Parce que la dynamique qui a été en place, c'était de pouvoir faire en sorte que l'AES ne puisse pas exister. Donc même, vous allez voir, même en termes d'invitation pour participer à certaines conférences, à certaines réunions, ils invitaient les gens individuellement. Donc nous avons essayé de mettre fin à ça. Si les trois États sont invités par une organisation ou par un pays, nous avons demandé que ça soit sous le sceau de la Confédération. Donc ça, c'était un premier pas. Donc aussi, nous avons harmonisé notre vision, nos positions quant au niveau des instances internationales ou sous-régionales. Lors des votes où si certains pays demandent notre appui, c'est dans le cas de l'AES. Donc on se concerte, on soutient, puis on valide. Parlons des aspects un peu spécifiques. Alors, quelles initiatives ont été prises pour renforcer les infrastructures communes? Je parlerai de routes, énergie, commerce transfrontalier, entre autres. Dans le cadre du développement, en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de transport, d'abord, nous avons demandé qu'il y ait des rencontres sectorielles pour harmoniser d'abord les procédures au niveau des différents départements. Ensuite, il y aura la validation d'un certain nombre de projets qui seront validés par les chefs d'État. Et ces projets seront financés soit par la banque ou soit par le prélèvement confédéral. Et ces projets seront exécutés par l'agence d'exécution de la Confédération, qui est la transformation en cours de l'autorité de développement intégré de l'État Gourmand. Donc il y a plusieurs projets, mais certains projets jusqu'à présent sont en attente, tels que la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne, peut-être qui sera pris en compte par le deuxième mandat. Il y a aussi la mise en place du chemin de fer Bamako-Ouaka-Niamey. Donc il y a plusieurs actions, plusieurs projets qui sont en attente. Donc nous avons mis les soubassements, les bases solides
Maintenant, je pense que nous serons plutôt orientés pour le deuxième mandat sur le projet de développement. Tout ce dont vous venez de parler, tout cela concourt au développement. Dites-nous, quels sont les acquis économiques aujourd'hui que nous pouvons noter sous votre présidence de l'AES? Dans la feuille de route, il était demandé d'abord de créer la banque de développement et d'investissement. Donc aujourd'hui, je pense que cette banque aujourd'hui est une réalité. Elle est déjà créée, les conseils d'administration ont été déjà mis en place, il y a eu la nomination de ses membres. Donc, cette banque aura un capital de 500 milliards. Donc, cette banque va nous permettre de financer les projets de la Confédération, non seulement dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du transport. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand vous regardez, nous avons décidé de transformer l'autorité de développement intégré de l'Ipteko Gourmand ALG en agence d'exécution pour les projets et programmes de la Confédération. Donc cette transformation est déjà en cours. On a mis une administration provisoire pour 6 mois. Il y a eu un audit aussi qui est en cours. Il y a eu un comité d'experts qui est en train de travailler sur la transformation de cette agence d'exécution. Je pense que le processus doit être finalisé d'ici normalement à la fin 2025. Aussi, les premières opérations doivent commencer en 2026. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après cette édition. Direction à présent l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. C'est demain 23 décembre que s'ouvre la 2e session du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel ici au CICB. Aujourd'hui, lundi,